C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Madame, Monsieur, bonsoir et permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2016 qui s'ouvre au sommaire de votre Journal des Alpes. Ce soir, l'élection de Laurent Wauquiez à la présidence de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet après-midi, le député maire du Puy-en-Velay, numéro 2 des Républicains, a été élu avec 113 voix sur 204 à Lyon. Il l'attendait depuis des semaines, la neige est là, les skieurs de randonnée sont de sortie, mais gare aux avalanches, le risque est marqué à fort sur les massifs. Nous en parlerons avec notre invité, Dominique Létang, le directeur de l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. À Chambéry, l'anniversaire de la pépinière du cyclisme français, Chambéry Cyclisme Formation. La structure associative fêtait sa 15e année avec tout le gratin français du vélo rassemblé au manège de Chambéry. À 19h30 dans votre édition nationale avec Carole Gessler, un hommage au comédien Michel Galabru, décédé à l'âge de 93 ans. Il restera l'un des acteurs français les plus populaires, plus de 250 films à son actif. Et puis Charlie Hebdo, un an après, le début d'une semaine de commémoration, un an après les attentats de janvier. Témoignage ce soir de l'un des directeurs de Charlie Hebdo. Malgré le traumatisme, l'équipe poursuit le combat dans sa une, publiée mercredi. Le journal fustige toutes les formes d'extrémisme religieux. Et l'on débute ce journal avec la mesure qui vient d'entrer en vigueur à Grenoble, la vitesse limitée à 30 km/h dans les rues de la ville et une partie de l'agglomération, sauf sur les grands boulevards. La polémique a été vive sur l'intérêt et les conséquences de cette mesure. Alors, est-ce qu'il est facile de limiter sa vitesse à 30 km/h ? Eh bien, réponse en voiture avec Florine Heba et Didier Alban. On est lundi matin, je ne suis pas sûr que le jour soit bien choisi parce qu'il y a beaucoup de commerces fermés et du coup la circulation est beaucoup moins importante que d'habitude. Mais enfin on fait le test 30 quand même. Alors allons voir, regarde moi ça c'est tout vide. Voilà, je suis déjà à 40. Parce qu'à peine on appuie sur la pédale, on atteint vite les 40, même en secondes. On va aller du côté du quartier de la gare, voir les taxis et leur demander ce qu'ils pensent de cette nouveauté. Mais ça vous paraît plutôt bien ou pas, vous personnellement, comme taxi ? Alors pour la sécurité des usagers piétons, oui, parce qu'il est indiscutable que percuter quelqu'un à 30 à l'heure, ça fait moins de dégâts que de percuter quelqu'un à 50 à l'heure. Donc ça c'est un côté tout à fait positif. Pour ce qui est de la pollution, je ne suis pas totalement convaincu. Parce que rouler à 30 à l'heure en seconde, ça risque de polluer plus que de rouler à 50 à l'heure en troisième. Mais voilà. Alors je suis à 30 km/h, il y a un tout petit peu de circulation, mais comme il y a pas mal de feux rouges, du coup les 30 on arrive à les respecter largement, voire moins. Ah bah tiens là on va juste s'arrêter là, voir le livreur et lui demander ce qu'il en pense. Au centre-ville ça ne va pas me changer la vie je pense, du moment qu'on a des contraintes de chargement qui m'empêchent de rouler plus vite, autrement il y aurait des lacasses ou des incidents. Là je suis à 30 piles. Tout le monde me dépasse. Je ne suis pas sûr que je vais aller tout droit, tiens. Voilà, le test est terminé. Ça fait 1 heure à peu près qu'on tourne dans Grenoble à 30 km/h. Les gens ne sont pas habitués, c'est clair. Hein. Soit ils nous collent derrière, soit ils nous dépassent. Donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'ils s'y fassent. Voilà, c'est du vécu. Fait divers avec une cinquantaine de pompiers et des équipes du SAMU mobilisées hier soir à Rumilly, en Haute-Savoie. Les convives d'une fête dans un bar de la ville, une quarantaine de personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Pour éclairer le bar en travaux, un groupe électrogène avait été installé dans la cave de l'établissement. Ariane Combe et Christian Mathieu. Ce devait être une fête de famille comme une autre. Hier, dans ce bistrot du centre-ville de Rumilly, une quarantaine de personnes étaient réunies pour un anniversaire. Nul n'imaginait qu'ils avaient respiré tout l'après-midi un gaz toxique. Le père du propriétaire est encore affecté. C'est traître, hein. On a commencé à prendre conscience quand on a eu un petit peu mal à la tête en fin de journée, mais donc voilà. Et c'est vrai qu'on ne s'était pas inquiété du groupe électrogène qui tournait en sous-sol avec une aération qui donnait sur la rue. Voilà. Les 38 convives, intoxiqués au monoxyde de carbone, ont dû être hospitalisés.
Le bistrot, encore en travaux, était alimenté en électricité par un groupe électrogène placé dans une cave légèrement aérée. Insuffisant selon ce commercial. Ce type d'appareil à essence, souvent utilisé sur les chantiers, ne peut être utilisé qu'en extérieur. C'est trop dangereux si on laisse le groupe à l'intérieur. Ça fume comme une voiture qui fume au ralenti, quoi. Pareil. Ou une tondeuse à gazon que vous mettez en route. Donc il y a de l'huile qui se brûle, il y a de l'essence qui se brûle, donc ça fume, quoi. C'est toxique. À Rumilly, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Chaque année en France, une centaine de personnes décèdent d'une intoxication au monoxyde de carbone. À lire sur notre site France 3 Alpes à Grenoble, les familles roms du campement Flaubert retournent à la rue. Ce lundi 4 janvier, plusieurs familles ont dû quitter les hôtels où elles étaient hébergées depuis l'incendie de leur campement. Une vingtaine de personnes, dont des enfants, se retrouvent à la rue puisque, en effet, pour l'État, ce dispositif d'urgence ne pouvait être que provisoire. Politique, c'est fait. Laurent Wauquiez est devenu officiellement le premier président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le député maire du Puy-en-Velay a été élu cet après-midi au premier tour avec 113 voix sur les 204 sièges que compte la nouvelle Assemblée. Jean-Jacques Kéran avait choisi de ne pas se représenter. Le socialiste Jean-François Debat n'a recueilli que 42 voix. Le FN Christophe Boudot a rassemblé 34 voix. Des élections qui ont été suivies pour nous par Yaël Marie et Christian Concycler. On voit leur reportage. Le point levé, Laurent Wauquiez savoure le moment. Une élection annoncée, alors la journée était presque une formalité. Mais pour la région, c'était une double révolution. Une alternance politique d'abord et l'arrivée de nouveaux élus régionaux un peu déboussolés, qu'ils viennent d'Auvergne ou d'ailleurs. Presque une rentrée des classes. Mais le collège est beaucoup plus grand. Voilà. Donc on découvre, on apprend et voilà, on prend les marques gentiment. On a à peu près 90% d'élus qui sont nouveaux au conseil régional. Alors certains étaient déjà présents dans d'autres mandats et reviennent. Mais pour l'essentiel, beaucoup d'élus qui découvrent l'institution. Les grandes manœuvres pour accueillir les 204 élus de cette nouvelle grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors même le futur président, pourtant éternellement vêtu de sa parka rouge, a dû montrer patte blanche. C'est normal, il faut que je montre l'exemple. Pour certains, c'est un retour dans l'hémicycle. Autrefois membres de la majorité de gauche, ils entament l'apprentissage de l'opposition. Nouveaux camarades, nouveaux professeurs, et puis nouvelle place aussi. C'est une rentrée des classes un peu différente pour ceux qui étaient dans la majorité précédemment, donc c'est la démocratie. J'ai la chance d'être assis à côté de M. Hortefeux, donc autant vous dire que pour une première, c'est une première. Composé avec les changements et le cap politique donné par Laurent Wauquiez qui répète depuis le matin comme un leitmotiv son désir d'exemplarité. Donc je veux que les élus montrent l'exemple, que le nouveau conseil régional, ce soit des élus qui font des efforts. Donc on va baisser les indemnités des élus. J'ai refusé que chaque élu ait un téléphone portable gratuit. On aura moins d'élus en commission permanente. Et au total, ça va faire des économies qui vont se chiffrer en millions d'euros. On va s'attendre pendant plusieurs semaines à multiplier ce type d'annonces. Après, on rentre dans le dur. Le dur, c'est les transports, c'est les lycées, c'est la formation. Une rupture de ton qui s'affiche et qui se veut rapide. Laurent Wauquiez se donne 100 jours pour passer des promesses aux actes. Allez, on part à la neige avec la fraîche qui est tombée ces derniers jours. Les conditions sont enfin devenues acceptables ou bonnes, notamment pour le ski de randonnée. Mais attention au risque d'avalanche. Il est élevé, 3 à 4 en Isère, Savoie et en Haute-Savoie. Cela n'a pas empêché certains de se lancer sur les pentes ce matin, et notamment du côté de Champs-Rousses, où se sont rendus Pauline Allot, Benoît Levaillant et Hervé Cadet-Petit. Quelques kilomètres en contrebas de Champs-Rousses, le site de Casse-Rousse, un départ de balade en ski de randonnée bien connu des Grenoblois. Ce matin, le risque d'avalanche est de 3 sur 5, mais il en faut plus pour retenir les passionnés de ce ski en totale liberté. En fait, j'ai l'habitude je connais la plupart des coins, donc en fait, l'estimation de risque d'avalanche, c'est vrai que je regarde, mais très franchement, je m'adapte vraiment sur place en fonction de la hauteur de neige qu'il y a. Il faut savoir qu'ils se trompent aussi quelquefois, donc il faut savoir pas s'abriter derrière un chiffre de Météo France. C'est toujours comme ça que je fais. Si l'enneigement est encore un peu faible en bas des pistes, certains skieurs de randonnée ont constaté jusqu'à 1 mètre de neige à plus de 2000 mètres d'altitude et le vent a beaucoup soufflé. Alors pour Franck, aujourd'hui, c'est risque contrôlé. Il faut quand même rester prudent. C'est des risques qui sont généraux, mais qui peuvent être beaucoup plus forts localement.
Donc voilà, il faut constamment regarder le relief, voir ce qui se passe, et puis s'adapter en fonction du terrain et de ce qu'on trouve. Vous sortez quand même. Et je sors quand même, en faisant attention au maximum, même si le risque zéro n'existe pas. Pas de hors-piste en revanche pour cette amoureuse des grands espaces. Yolande a préféré troquer les skis de randonnée contre la paire de raquettes. Au programme, une petite sortie près des sapins et non loin des pistes balisées. Le ski de rando, c'est bien, mais il faut savoir vraiment son itinéraire, où on va, etc. Parce que le ski rando vraiment hors piste, suivant ce qu'on fait, ça peut être dangereux. Donc là, ici, c'est cool. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans les Alpes cette semaine. Il est toujours recommandé de surveiller les risques d'avalanche, notamment pour la pratique du ski de randonnée. Et pour parler de ces risques d'avalanche, nous recevons notre invité Dominique Létang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, l'ANENA. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a lancé un appel à la prudence après la mort de 2 alpinistes dans le massif du Mont-Blanc. C'était hier. Ils ont été pris dans une plaque avant. C'était nécessaire de lancer cet appel à la prudence, selon vous ? Je ne pense pas en tout cas que ce soit vraiment bien entendu et bien perçu par les gens qui pratiquent la montagne, parce que ça reste factuel. Le ministre de l'Intérieur ne va pas intervenir tous les 8 jours, 15 jours, tout au long de l'hiver pour faire passer des messages de prévention. Non. Les risques sont forts, ils sont là ? Oui, ils sont très présents, très marqués, forts. Quand on parle de 4 sur 5, c'est vraiment très important. Ouais. Et notamment parce qu'il n'a pas neigé du tout de l'automne, et il n'y a pas du tout de sous-couche. Et là où il y en a une, dans les versants nord, ce que vous avez dessous, c'est comme du mimosa, c'est une neige qui n'a aucune cohésion. Ce sont des billes, c'est ça ? Ce sont des billes, on ne peut pas faire de boule de neige avec cette neige-là. Et lorsque des chutes de neige successives vont tomber sur cette couche fragile, eh bien, ça peut partir bien sûr. Et est-ce que c'est dû au fait aussi que le sol n'a pas été refroidi correctement et donc il reste encore chaud, la neige ne peut pas s'y fixer ? Oui, c'est un petit peu ça, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais toutes les années maintenant se ressemblent, finalement les unes après les autres. On a un automne qui est trop sec et pas suffisamment froid. Donc, une avalanche peut partir avec un faible cumul de neige ? Un faible cumul de neige, oui, pour peu que dessous on ait une couche fragile. Donc il faut être très vigilant. Dominique Létang, on parlait du réchauffement climatique. Le problème se pose aussi dans les stations de haute montagne, et notamment au Grand Monté à Chamonix. Là-bas, à 3200 mètres d'altitude, il a fallu sécuriser un glacier qui a beaucoup souffert du manque de précipitations cet automne. On regarde le reportage de Jordan Guéant, Maxime Kemener et Sylvain Dumaine. Ici, on est au sommet des Grands Montés. Sommet de la station qui culmine à 3275 mètres. C'est le départ des pistes. La piste mythique des Grands Montets, ce qu'on appelle la piste du point de vue, qui donne accès au glacier d'Argentière. Ce geste-là, Pascal Cron en a rêvé. Le chef des pistes ouvre enfin sa vitrine. Non sans effort et après d'impressionnants travaux. Tu prends les crampons tantôt, hein. Tu mets un filet orange là, parce que la neige elle fout le camp, mais si on arrive à la retenir un peu là, on élargit vachement là, hein. Même en haute montagne, le réchauffement montre ses méfaits. Alors maintenir accessible ce domaine hors piste est un vrai défi, surtout quand la neige vient à manquer. Alors là, c'est le passage délicat du départ de piste. On est à l'arrimée, c'est-à-dire que c'est le départ du glacier. Là, on peut voir, on a mis une bâche cet été, et le glacier a énormément baissé. En altitude, on a perdu près de 10 mètres au niveau du col. Du coup, le passage ne se fait plus droit dans la pente. On a été obligé de mettre des protections, de mettre des filets pour retenir la neige et pour faire un passage. On a dû, à l'aide d'explosifs, casser une partie de la casquette de glace qui était là. Voilà, il y a plus d'une semaine qu'on est dessus en train de préparer juste ce modeste passage. Hein. On fait des rises avec la machine. Ce que j'appelle des rises, on passe avec la lame, on creuse au maximum jusqu'à la glace. Du coup, on récupère des mètres cubes de neige qu'on ne produira pas avec des enneigeurs ici. Et du coup, c'est des pièges à neige. Du coup, ça peut faire jusqu'à 2-3 mètres de profond. Et à le moindre petit coup de mauvais temps, ça se remplit et rebelote. En 26 ans de métier, Pascal s'est donc adapté. Mais au pied du Mont Blanc, son plaisir est toujours intact. Voilà comment paraît la fonte d'un glacier. Dominique Létang, un glacier qui perd 10 mètres d'épaisseur, ça vous étonne ? Ça m'attriste surtout parce que malheureusement, nous qui avons un petit peu d'âge, on a commencé la montagne avec
des dizaines de mètres de glace sur la mer de glace ou ailleurs, les Bossons, Tacona. On y a passé nos diplômes d'aspirant guide, de guide, et on ne reconnaît pas du tout la montagne. Ça a extrêmement changé. À cette situation, est-ce qu'un skieur alpiniste peut toujours compter sur son expérience? Est-ce qu'il ne faut pas revoir complètement son logiciel? Oui, en permanence. Oui, c'est ce que disait dans la première personne que vous avez interviewée, qui parle d'habitude. Personne bien jeune pour parler d'habitude. Il faut s'en méfier comme de la peste de l'habitude. Parce qu'il dit, je connais. Non, donc il faut se former, il faut sans arrêt se former. Et puis... Vous en diffusez, vous, des formations, vous en faites? L'ANENA, oui, beaucoup, oui, de très nombreuses. Là, on a 300 stages et ou formations qui sont prévus déjà sur l'hiver. Et puis, samedi prochain, donc le 9, à Grenoble, on organise une grosse journée avalanche au CRDP. C'est pour tous les gens qui pratiquent la montagne, le ski de randonnée toute la journée. C'est pas très cher. Et le soir, une soirée dédiée au freeride au même endroit, free rando. Et là, c'est gratuit. Et là, c'est gratuit et c'est avec Thibaut Duchosal. Super. Merci beaucoup, Dominique Létang, Merci à vous. pour avoir répondu à nos questions. Dans les stations de ski, les vacanciers de Noël sont rentrés samedi avec la grimace, sous une neige qui tombait à l'heure du départ. Mais pour ceux qui ont réservé leur séjour cette semaine, les Vénards, c'est du tout bon. Ambiance à la Toussuire en Maurienne avec Grégory Lespinasse et Vincent Abran. La neige est bien tombée. Et puis, il y a ceux qui sont bien tombés pour leurs vacances. On est suisse, on vient de Genève. Donc il y a encore une semaine de vacances. Cette chance! Ouais, on a de la chance, oui. Vous êtes une vénarde parce que là, vous êtes bien... Tombé, hein. On est bien tombé. Parce qu'il n'y avait rien et puis là, ça tombe d'un coup. Donc c'est parfait. Pendant plus d'un mois, l'absence de flocons a pesé sur le moral en station. Et puis, il a bien fallu jouer de la pelle pour maintenir un semblant de piste. Maintenant que cette neige est là, les coups de pelle ont une toute autre saveur. Ah ben, vous savez, la pelle, c'est l'outil de base du perchman, quoi. Et puis, ouais, les touristes, généralement, ils sont toujours sympas, quoi. Ouais, c'est clair, il n'y a pas de problème, quoi. Ah, puis ils nous ont tous toujours félicités parce qu'on bossait, tout ça, donc c'est bien, quoi. Et c'est vrai qu'elle était attendue, cette neige. Vous trinquez à l'arrivée de la neige, c'est ça? Exactement, on est content de l'avoir arrivé, on est soulagé. Et puis c'est vrai que c'est plus sympa de voir la montagne blanche plutôt que de la voir un petit peu plus verte. Il a neigé un tout petit peu hier, puis cette nuit il est bien neigé, et puis il y a encore des bonnes prévisions pour la fin de semaine. Je pense que fin de semaine tout sera carré pour une saison normale. Quelques centimètres de poudreuse ont redonné le sourire à la station savoyarde. L'avenue centrale du village retrouve son manteau d'hiver. Tant mieux, elle s'appelle la rue Blanche. Ce 4 janvier est le terrible anniversaire, le triste anniversaire de l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire de la région. En 1966, 18 personnes, dont de nombreux pompiers, avaient trouvé la mort après la fuite de gaz sur le site pétrolier de Fézin, dans le Rhône. Il y avait eu plus de 90 blessés. Plusieurs commémorations ont eu lieu aujourd'hui dans la région lyonnaise, au cimetière de Loyasse ainsi que devant la stèle qui fait face à la raffinerie en présence des familles, des victimes et des autorités. C'est l'école des champions et elle fête aujourd'hui ses 15 ans d'existence. Pardon, excusez-moi, un reportage. 50 ans après la catastrophe, Henri Rabillou et Maurice Vincent se retrouvent là où leur vie aurait pu basculer. Nous, la mission, c'était d'éteindre le feu à la base de la sphère. Mais il n'y avait pas moyen de l'éteindre, étant donné que c'était une torchère. Le 4 janvier 1966, ils sont ce que l'on appelle des Marie-Louise. Ils viennent à peine de terminer leur formation et ne sont officiellement pompiers que depuis la veille. Vers 7h20, un appel. On était tous contents parce qu'on dit ça y est, on va faire notre premier feu. Bon, on est tous partis. Moi, je suis parti de la première compagnie, rue Molière. Dans le fourgon, on a entendu parler des anciens qui disaient c'est la raffinerie. C'était notre premier feu. Pour nous, ça ne nous disait pas grand-chose. Depuis un demi-siècle, famille des victimes, rescapés de la tragédie, pompiers et autorités se retrouvent au cimetière de Loyasse, là où est érigé un monument funéraire en l'honneur des pompiers morts en service. Dépôt de gerbes, instant solennel, émotion aussi, le cérémonial soutient la mémoire. C'est loin pour beaucoup, et comme pour bien des choses d'ailleurs, et pour moi, il me semble que c'est hier, malheureusement.
Je viens chaque année régulièrement à cette cérémonie et c'est vrai que là, le 50e anniversaire m'a énormément personnellement marqué en me disant ça fait 50 ans que je n'ai plus mon papa et que j'ai très peu connu. À l'époque, Feyzin est en Isère et c'est depuis Grenoble que les opérations de secours sont dirigées. Lyon n'intervient alors qu'en renfort. Pourtant, le sinistre a lieu à une poignée de kilomètres de la place Bellecour. Et c'est ainsi qu'à cause de cette catastrophe, de ces morts inutiles, de ces blessés si nombreux, le Premier ministre de l'époque, 3 mois plus tard, Georges Pompidou, a présenté un projet de loi obligeant les villes, qui étaient des villes-centres, à constituer des communautés urbaines. L'incendie de la raffinerie de Feyzin fut la plus importante catastrophe industrielle des années 60 en France. Voilà pour l'hommage à ces héros. On passe au sport avec l'école des champions. Elle fête aujourd'hui ses 15 ans d'existence. Chambéry Cyclisme Formation est une structure associative unique en France. Elle permet aux espoirs du vélo de suivre leurs études en parallèle. Un modèle atypique qui a notamment fait de Romain Bardet l'un des meilleurs sportifs français et un étudiant brillant à Grenoble École de Management. Reportage de Christian Deville et Dominique Semet. Musique de fête pour anniversaire de prestige. Tout le Gotha du cyclisme savoyard et national a célébré au manège les 15 ans d'une structure qui est toujours unique en France et dont ASO, l'organisateur du Tour de France, a été l'un des premiers financeurs. Naturellement, il faut des jeunes Français qui brillent ou des Français qui brillent et le centre de formation de Chambéry a permis ça, alors qu'à l'origine c'était loin d'être gagné puisque beaucoup ne croyaient pas à ce double projet. On disait souvent il faut se consacrer à 100% au sport et oublier le reste. Et Chambéry, le centre de formation de Chambéry a prouvé qu'au contraire, on pouvait réussir à la fois dans le sport de très haut niveau et dans les études. Ils sont 16 aujourd'hui à porter les couleurs du Chambéry Cyclisme Formation. 16 futurs champions et donc tous étudiants, prêts à suivre l'exemple de Romain Bardet, vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France, qui suit actuellement un master à Grenoble École de Management. Ce qui est unique, c'est vraiment, je pense que notamment l'état d'esprit, le collectif qui est mis en avant et surtout voilà, cette passerelle avec le monde professionnel parce que Chambéry Cyclisme Formation ne forme pas seulement les cyclistes professionnels mais aussi l'homme qui doit se reconvertir dans le milieu professionnel. Aujourd'hui financé par AG2R à 50%, par les collectivités territoriales à 30% et par des partenaires privés, Chambéry Cyclisme Formation prend en charge toute la scolarité de ces cyclistes, leur hébergement et leur encadrement sportif. L'Isérois Nance Peters, récent 4e du Tour de l'Ain, sera l'année prochaine le 9e pensionnaire à intégrer l'équipe professionnelle d'AG2R. J'ai validé un DUT l'an dernier là sur le Bourget du Lac en sport-études. J'ai mis 3 ans à faire mes 2 années, donc un DUT sciences et génie des matériaux. Et cette année, je fais une licence sur 1 an et demi en fait sur Grenoble, une licence génie mécanique et productique. On a chaque année des coureurs qui passent professionnels. Depuis 10 ans, ça représente 38% de notre effectif qui a rejoint les rangs professionnels et c'est le meilleur taux en France. Le taux de réussite scolaire est lui de 80%, c'est-à-dire similaire à celui des autres étudiants. Une page d'histoire avec le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère qui dévoile un pan méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'internement des Tziganes sous le régime de Vichy. Le photographe Mathieu Pernaud a effectué un vrai travail d'historien en mettant à jour l'existence du camp de Salier dans les Bouches-du-Rhône. Le reportage de Damien Borelli et Renaud Levaillant. Ces portraits d'hommes et de femmes, pris de face et de profil, sont des carnets anthropométriques, les papiers d'identité de ceux que l'administration française a longtemps appelés les nomades. Étudiant en photographie à Arles, Mathieu Pernaud découvre par hasard en 1997 l'existence du camp d'internement de Salier en Camargue. Aux archives des Bouches-du-Rhône, il tombe sur des centaines de documents d'identité de ces Tziganes internés sous Vichy entre 1940 et 1942. Le jeune homme décide alors d'enquêter sur ce pan oublié de l'histoire. Ces populations ne sont pas dans une culture de l'écrit, dans une culture de la remémoration, dans l'édification de monuments. Ils gardent les choses pour eux, ils se le racontent d'individu en individu, mais ils n'essayent pas d'en constituer un récit en fait historique. Donc je pense qu'entre notre désintérêt et leur façon d'incarner l'histoire, il y avait un trou noir. Tout mon travail, ça a été justement d'essayer de combler ce trou.
S'il ne reste aucune trace physique de Salier, où 700 tziganes ont survécu dans des conditions déplorables, le camp, dessiné à l'époque par un architecte, car Pétain voulait en faire un modèle, a servi de décor à un chef-d'œuvre du cinéma français signé Clouzot et Palme d'Or à Cannes en 1953. Il y a très peu de documents, il y a très peu de photographies, il y a très peu de choses. Et le seul document, disons, vivant, enfin en image animée, qui peut nous permettre de comprendre ou de voir un peu ces baraques, c'est effectivement le Salaire de la Peur, dans lequel on voit des fois au deuxième plan des maisons qui sont bien loin d'être des maisons mexicaines. Ce sont des maisons camarguaises en fait. 55 ans après, Mathieu Pernaut a retrouvé plusieurs survivants du camp de Salier. Ce qui est important, c'est que moi je ne savais pas quelle serait leur réaction quand j'allais les rencontrer. Je craignais un peu qu'ils ne veuillent pas me parler, que ça remue quand même une partie d'une histoire très douloureuse. Et il faut savoir que systématiquement j'étais très bien accueilli et que j'ai eu le sentiment que c'était très important pour eux, même si c'était bien des années après, que quelqu'un de l'extérieur, un gadjo, vienne les voir pour les photographier, pour les enregistrer et pour leur dire que ce qu'ils avaient à nous raconter était important pour nous, nous autres gadgets. Dévoilé au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, un camp pour les tziganes complète une autre expo, La vie de Bohème, témoignage passionnant sur l'épopée des tziganes, présenté au musée dauphinois à Grenoble. Avant de vous quitter, notez ce soir à 23h40 sur France 3 le documentaire Les fantômes du Mont Blanc autour des crashs du Malabar Princess et du Kanchenjunga qui se sont abîmés sur le Mont Blanc en 1950 et 1966. C'est à voir à 23h40. C'est la fin.